Donc nous voici sur le module sécurité numérique et résilience stratégique. Donc, dans un monde où la sécurité nationale ne se joue plus seulement aux frontières, mais dans les data centers, les chaînes de semi-conducteurs et les câbles sous-marins, la résilience numérique est devenue une composante essentielle de la souveraineté. Les attaques hybrides, combinant cyberintrusion, désinformation, coercition technologique et embargo, visent à paralyser les États sans déclencher de réponse militaire. Ce module vous permettra de maîtriser les leviers concrets de la résilience stratégique tels que définis par Herman Achilli, cyber-résilience, sécurisation des chaînes d'approvisionnement et continuité des opérations critiques. Pourquoi est-ce important ? Parce que sans résilience, il n'y a pas d'autonomie. Un État peut disposer de lois ambitieuses, même s'il dépend d'un seul fournisseur étranger pour ses puces ou les clouds sous juridiction étrangère, il reste vulnérable. Ce module vous donne les outils pour transformer la résilience d'un concept abstrait en plan d'action concret applicable aux organisations. Donc en objectif pédagogique, nous avons comprendre les fondements de la résilience numérique et les menaces hybrides, cyberattaques, coercition technologique, rupture de chaîne d'approvisionnement. Autre objectif, appliquer les principes de résilience à une étude de cas réels impliquant une infrastructure critique ou une administration publique. Troisième objectif, analyser les interdépendances entre sécurité numérique, souveraineté matérielle, semi-conducteurs, et continuité opérationnelle dans un contexte de tension géopolitique. Enfin, évaluer la pertinence d'un plan de résilience numérique en fonction du niveau de dépendance technologique, de la vulnérabilité aux sanctions et des capacités de substitution nationale. Donc au sommaire, chapitre 1, des menaces hybrides et cybermenaces, un nouveau paradigme sécuritaire. En chapitre 2, résilience technologique, sécuriser les chaînes critiques, semi-conducteurs, cloud, 5G. Chapitre 3, continuité opérationnelle et résilience cognitive. Des encadrés pédagogiques tout au long du discours pédagogique. Enfin, exercice d'application, comme à l'habitude, avec la fiche de récapitulative et les références. Donc, commençons tout de suite par le chapitre 1, menaces hybrides et cybermenaces, un nouveau paradigme sécuritaire. Alors, la sécurité numérique ne se limite plus à la défense des systèmes d'informatique contre les intrusions. Elle s'est transformée en un enjeu stratégique global, inscrit dans une logique hybride où les frontières entre guerre et paix, entre cyberespace et territoire physique deviennent poreuses. Dans ce nouveau paradigme, les États sont confrontés à des menaces qui ne relèvent pas de l'affrontement militaire classique, mais qui visent à affaiblir leur souveraineté, paralyser leurs infrastructures critiques et saper la confiance de leurs citoyens sans jamais déclencher un conflit armé au sens traditionnel. Des acteurs situés à des milliers de kilomètres peuvent désormais pénétrer les réseaux énergétiques, financiers ou de santé d'un pays. Ça compromet donc sa sécurité territoriale sans franchir ses frontières physiques. Ces attaques, souvent couplées à des campagnes de désinformation ou à des tentatives de coercition par le biais de dépendances technologiques, visent à produire un effet cumulatif de déstabilisation. Elles sapent la capacité d'un État à gouverner, à protéger ses citoyens et à maintenir son autonomie stratégique. Cette évolution oblige à repenser la sécurité nationale non plus uniquement comme la protection d'un territoire délimité, mais comme la capacité à assurer l'intégrité, la résilience et la continuité des fonctions essentielles dans un espace numérique transnational où la source de la menace est souvent diffuse, difficile à attribuer et intégrée à des écosystèmes interdépendants. La sécurité devient ainsi une question de maîtrise cognitive autant que de défense technique, exigeant une approche intégrée qui combine cybersécurité, résilience informationnelle et souveraineté technologique.
Et tentons de définir la résilience numérique stratégique. La résilience numérique stratégique ne se réduit pas à la simple protection des systèmes informatiques, mais désigne la capacité d'un État ou d'une organisation à absorber, s'adapter et se rétablir face à des chocs d'origine technologique, qu'ils soient accidentels, comme une pandémie perturbant les chaînes d'approvisionnement numérique, ou intentionnels, tels que des cyberattaques étatiques ou des mesures de coercition technologique. Cette résilience est devenue une composante essentielle de la souveraineté. Dans un monde où les infrastructures critiques, énergie, santé, finances, défense, dépendent de systèmes interconnectés, souvent situés hors des frontières nationales. Les cyberattaques contemporaines illustrent cette vulnérabilité. Des opérations comme Stuxnet ou NotPetya ont montré qu'un acteur malveillant peut paralyser non seulement les fonctions étatiques d'un pays cible, mais aussi provoquer des dommages économiques mondiaux en quelques heures, révélant la fragilité des chaînes logistiques et des systèmes interdépendants. Au-delà de la cybermenace, la coercition technologique s'est imposée comme un levier stratégique majeur. Les contrôles à l'exportation imposés par les États-Unis sur les processeurs graphiques avancés destinés à l'intelligence artificielle en sont un exemple frappant. Transformer la maîtrise des semi-conducteurs en un outil de pression géopolitique. Parallèlement, la désinformation algorithmique à travers les deepfakes, les réseaux de faux comptes ou les campagnes de manipulation orchestrées par des bots, des robots, sape la confiance dans les institutions démocratiques et brouille la perception de la réalité, sapant ainsi la stabilité sociale et politique. Enfin, la dépendance aux infrastructures étrangères, qu'il s'agisse des clouds américains, des câbles sous-marins contrôlés par des consortiums transnationaux ou des semi-conducteurs fabriqués à Taïwan, constitue une faille structurelle exposant les États à des risques de rupture, de surveillance ou de chantage en période de crise. La résilience numérique stratégique exige donc une approche intégrée combinant cybersécurité robuste, diversification des fournisseurs, maîtrise souveraine de certaines capacités critiques et capacité cognitive à détecter et contrer les tentatives de manipulation. Elle ne vise pas l'autarcie, mais la maîtrise de l'interdépendance afin de garantir la continuité des fonctions essentielles et la liberté d'action stratégique, même dans un environnement numérique hostile. Weaponized Interdependence. Concept développé par Farrell et Newman, la dépendance mutuelle aux technologies peut être instrumentalisée comme levier de coercition. La dépendance mutuelle entre États dans les domaines critiques des technologies numériques, loin d'être une simple caractéristique de la mondialisation, est devenue un levier stratégique susceptible d'être mobilisé à des fins de coercition. Ce phénomène, connu sous le nom de dépendance interarmée, repose sur la capacité d'un acteur disposant d'un avantage structurel, par exemple le contrôle d'infrastructures, contrôle de composants ou le contrôle de savoir-faire technologique essentiel, à retourner contre ses partenaires ou rivaux la connectivité même qui lie les économies et les systèmes de défense contemporains. Lorsqu'un pays détient une position quasi monopolistique dans la production de biens stratégiques comme les processeurs graphiques avancés, il peut imposer des restrictions ciblées à l'exportation de ces composants pour limiter la capacité d'un adversaire à développer ses propres systèmes d'intelligence artificielle, de défense ou de surveillance. Cette stratégie ne repose ni sur la force militaire ni sur des sanctions économiques classiques, mais sur une forme de pression intégrée aux chaînes d'approvisionnement elles-mêmes, rendant la coercition à la fois discrète, difficile à contourner et extrêmement efficace. Ainsi, la mondialisation technologique, souvent perçue comme un facteur de paix par l'entrelacement des intérêts, se révèle dans un contexte de rivalité stratégique comme un champ d'action où la vulnérabilité d'autrui devient une ressource de pouvoir. La souveraineté numérique, dans ce cadre,
ne peut être pensé uniquement en termes de compétitivité ou d'innovation, mais doit intégrer impérativement la gestion du risque géopolitique que constitue toute dépendance asymétrique, surtout lorsqu'elle concerne des composants sans lesquels les fonctions essentielles de l'État ne peuvent opérer. Chapitre 2. Résilience technologique, sécuriser les chaînes critiques. La résilience numérique stratégique ne se résume pas à la protection des systèmes contre les cyberattaques, mais englobe une approche plus large visant à sécuriser les fondations matérielles, même de la souveraineté technologique. Elle repose sur 3 piliers interdépendants, chacun correspondant à une infrastructure critique dont la maîtrise conditionne l'autonomie d'un État dans un monde interconnecté. Le premier pilier concerne les semi-conducteurs, dont la fabrication est aujourd'hui fortement concentrée à Taïwan, qui produit près de 60% des puces utilisées mondialement et près de 90% des circuits les plus avancés. Cette concentration géographique extrême constitue un point de vulnérabilité majeur susceptible de paralyser des secteurs entiers, allant de la défense à la santé, en passant par l'automobile, en cas de crise régionale ou de coercition étatique. Face à ce risque, les stratégies de résilience passent par la diversification des sources via des alliances, le rapatriement partiel de la production grâce à des incitations publiques telles que le CHIPS Act aux États-Unis ou encore la constitution de stocks stratégiques capables d'absorber un choc d'approvisionnement. Le deuxième pilier est le cloud souverain, qui vise à protéger les données sensibles contre les accès extraterritoriaux rendus possibles par des lois comme le Cloud Act américain, qui permet à des autorités étrangères d'exiger des entreprises technologiques la remise de données stockées à l'étranger. Pour y remédier, plusieurs pays développent des infrastructures nationales, à l'instar du projet Bleu en France, ou recourent à des dispositifs juridiques et techniques comme la Data Embassy, inaugurée par l'Estonie, comme nous l'avons vu auparavant avec le Luxembourg, et qui garantit la continuité des fonctions étatiques, même en cas d'occupation ou de destruction des infrastructures domestiques. Le troisième pilier concerne les télécommunications, notamment la 5G, dont la dépendance à des fournisseurs comme Huawei ou ZTE soulève des préoccupations sécuritaires liées à la surveillance ou à la manipulation. La réponse stratégique consiste à promouvoir des architectures ouvertes telles que Open RAN qui permettent l'interopérabilité entre équipements de différents fabricants et à renforcer les partenariats avec des acteurs jugés fiables, comme Nokia ou Ericsson en Europe, afin de rompre la dépendance vis-à-vis de fournisseurs liés à des régimes perçus comme adverses. Ces 3 dimensions, semi-conducteurs, cloud souverain et télécom, forment un socle matériel indispensable à la résilience d'un État, non pas pour s'isoler, mais pour conserver une marge de manœuvre stratégique dans un environnement technologique de plus en plus fragmenté et géopolitisé. Voyons en détail l'attaque de NotPetya. L'attaque NotPetya de 2017 a mis en lumière la vulnérabilité structurelle des systèmes numériques interconnectés à l'échelle mondiale. Initialement conçue comme une opération ciblant l'Ukraine, elle s'est propagée bien au-delà de ses frontières initiales en exploitant un logiciel fiscal légitime mais compromis, révélant ainsi à quel point les infrastructures critiques dépendent de chaînes logicielles communes et peu contrôlées localement. Les conséquences économiques ont été massives, avec des pertes estimées à 10 milliards d'euros au total, dont 300 millions supportés par une seule entreprise, Maersk, pourtant éloignée géographiquement et politiquement du conflit initial. Cet événement a démontré que la cybersécurité ne peut plus reposer uniquement sur des barrières périphériques ou des protocoles défensifs traditionnels, mais exige une reconfiguration profonde des écosystèmes technologiques nationaux. En particulier, il a souligné l'importance stratégique de développer des chaînes de confiance locales où les composants logiciels, les mises à jour et les fournisseurs sont soumis à un contrôle rigoureux et aligné sur les exigences de souveraineté numérique. La leçon de NotPetya dépasse la simple gestion des risques cybernétiques. Elle illustre que dans un monde où les logiciels circulent sans frontières,
la sécurité d'un État dépend aussi de la maîtrise de l'ensemble de sa pile technologique, depuis le code source jusqu'au mécanisme de distribution. Sans cette capacité même, les acteurs économiques les plus éloignés d'un conflit peuvent devenir des victimes collatérales d'opérations hybridées, transformant ainsi la cybersécurité en un pilier essentiel de la souveraineté stratégique. Donc, nous allons venir sur un terme que nous avons déjà vu, ne pas confondre résilience et autarcie. La résilience dans le cadre d'une politique souveraine en matière de technologie numérique ne doit pas être interprétée comme une quête d'autarcie technologique absolue. Elle ne consiste pas à tenter de produire intégralement sur le territoire national chaque composant stratégique, comme les semi-conducteurs les plus avancés, dont la fabrication exige des écosystèmes industriels, des investissements et des compétences extrêmement spécialisées. Une telle approche serait non seulement économiquement inefficace, mais aussi technologiquement irréaliste pour la plupart des États. Au contraire, la résilience se définit comme la capacité à maintenir une autonomie stratégique face aux chocs, en limitant les dépendances critiques à des niveaux gérables. Cela implique une stratégie fondée sur la diversification des sources d'approvisionnement, en développant des alliances avec des partenaires fiables, en constituant des stocks stratégiques de composants essentiels et en favorisant la substitution par des alternatives nationales ou régionales chaque fois que cela est pertinent. L'objectif n'est donc pas l'isolement, mais la préservation d'une marge de manœuvre suffisante pour assurer la continuité des fonctions essentielles en cas de rupture, qu'elles soient d'origine géopolitique, commerciale ou sécuritaire. Cette vision pragmatique de la résilience permet de concilier l'interdépendance mondiale et souveraineté opérationnelle en transformant la vulnérabilité en une flexibilité stratégique. Chapitre 3, continuité opérationnelle et résilience cognitive. La résilience numérique contemporaine ne se limite plus à la protection des infrastructures physiques ou à la simple redondance technique. Elle englobe désormais une dimension cognitive essentielle qui touche à la capacité d'un État à penser, à juger et à réagir de manière cohérente en situation de crise. Cette approche élargie repose sur 3 piliers interdépendants, chacun renforçant la continuité opérationnelle face aux chocs hybrides, cybernétique ou informationnel. Le premier pilier concerne la robustesse matérielle. Il s'agit de garantir la pérennité des services critiques grâce à des architectures redondantes, telles que les data embassies, que l'on a vu avec la Lettonie et le Luxembourg, où les données nationales essentielles sont dupliquées sur des serveurs sécurisés à l'étranger sous juridiction nationale. De même, la constitution de stocks stratégiques de composants critiques, notamment de semi-conducteurs, permet d'absorber les ruptures d'approvisionnement dues à des sanctions, des cyberattaques ou à des conflits géopolitiques. Autre pilier qui repose sur la préparation humaine. Une résilience durable exige que les institutions et la société soient entraînées à fonctionner sous pression. Cela se traduit par des exercices de simulation de crise régulière dans les administrations, mais aussi par une culture de préparation partagée à l'échelle de la société tout entière, comme en Finlande, où l'éducation à la sécurité, la littératie médiatique et la participation citoyenne font partie intégrante de la défense nationale. Dans ce modèle, chaque citoyen est perçu comme un maillon actif de la résilience collective, capable de maintenir la cohésion sociale, même en cas d'effondrement partiel des systèmes techniques. Troisième pilier, et peut-être le plus novateur, est la résilience cognitive elle-même, la capacité d'un État à détecter, à analyser et à contrer les campagnes de désinformation sans sombrer dans la panique ou les réactions disproportionnées. Cela implique des systèmes d'alerte précoce alimentés par l'intelligence artificielle pour identifier les récits manipulatoires. C'est aussi une discipline institutionnelle qui préserve le jugement rationnel en période de tension.
Cette forme de résilience protège non seulement les infrastructures, mais surtout la clarté de la pensée stratégique, la mémoire historique et l'intégrité du processus décisionnel face à la guerre cognitive moderne. Ensemble, ces trois dimensions, infrastructurelle, humaine et cognitive, transforment la résilience d'une simple réaction passive en une capacité proactive, intégrée et durable, essentielle à la souveraineté dans l'ère technopolaire. Donc la continuité opérationnelle vise à maintenir un équilibre qui est assurer la persistance des fonctions essentielles tout en préservant l'état de droit et la confiance démocratique. La résilience devient donc une posture stratégique intégrée où la technique, l'organisation et les valeurs convergent pour garantir à la fois sécurité et liberté dans l'espace numérique. Une technique utilisée en red teaming pour tester la robustesse des systèmes d'IA face à des attaques, d'exemples de deepfake ou de data poisoning, Adversarial Machine Learning, AML, essentiel pour anticiper les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées. Nous avons vu que l'attaque NotPetya survenue en 2017 a révélé la profonde vulnérabilité des infrastructures critiques face aux cyberopérations étatiques. Initialement dirigée contre l'Ukraine, elle s'est propagée bien au-delà de ses frontières initiales en exploitant un logiciel fiscal largement utilisé, compromettant ainsi des systèmes d'entreprises et d'institutions dans le monde entier. Les conséquences économiques ont été massives, avec des pertes estimées à près de 10 milliards d'euros au total, dont 300 millions pour le seul groupe logistique Maersk, qui s'est retrouvé paralysé pendant plusieurs jours. Cet événement a mis en lumière la fragilité inhérente aux chaînes de dépendance numérique mondialisées, où la compromission d'un seul maillon, même apparemment périphérique, peut entraîner des effets dominos à l'échelle planétaire. Il a été également souligné l'urgence de reconstruire des chaînes de confiance locales fondées sur des audits de sécurité rigoureux, des circuits logiciels vérifiables et une capacité nationale à assurer la continuité des fonctions essentielles, même en cas de rupture de connectivité globale. L'attaque NotPetya n'était donc pas seulement un incident technique, mais une démonstration stratégique du pouvoir coercitif que confère la maîtrise des vulnérabilités numériques dans un monde interconnecté. Passons aux exercices d'application. De niveau 1, vérifier l'assimilation des menaces hybrides, répondre par vrai ou faux, et justifier si faux ou justifier si vrai. Première affirmation, la résilience numérique vise à supprimer toute dépendance aux technologies étrangères. Évidemment, c'est faux. Le concept de Weaponized Interdependence explique comment la dépendance technologique peut devenir un levier de coercition. C'est vrai. Ça permet à un État à retourner contre ses partenaires d'une dépendance technologique asymétrique. La Data Embassy de l'Estonie est située à Bruxelles. C'est faux, on en parlait suffisamment, c'est au Luxembourg. Exercice 2. Niveau moyen, analyse de stratégie nationale. Analyser la stratégie de résilience numérique de l'Inde à travers ses initiatives. PLI, bannissement des apps chinoises, développement de semi-conducteurs. Vous allez vous renseigner sur le PLI, Production Linked Incentive. Donc ce schéma pour réduire la dépendance aux importations lancé en 2020. Vous vous renseignerez aussi sur le bannissement des applications chinoises également en 2020, suite aux tensions frontalières avec la Chine. L'Inde a interdit plus de 200 applications, dont TikTok, WeChat, etc. Et le développement des semi-conducteurs, puisque l'Inde a lancé un fonds de 10 milliards de dollars pour attirer les fabricants mondiaux et créer des fonderies nationales pour rompre la dépendance à Taïwan et à la Chine. Exercice 3, conception de plan de résilience.
Vous êtes responsable cybersécurité d'un ministère, d'une organisation dépendant à 100% du cloud américain de semi-conducteurs taïwanais. Proposez un plan de résilience en 5 points. Vous penserez donc au premier point, la migration vers un cloud souverain hybride. Deuxième point, une diversification des fournisseurs de semi-conducteurs avec le stockage. Troisième point, mise en place d'une data embassy ou d'un site miroir. Quatrième point, renforcement de la cybersécurité par l'IA. Et cinquième point, création d'une cellule de résilience cognitive, notamment pour détecter les attaques de surveillance sémantique ou des mécanismes, et avec des mécanismes de réponse rapide. Des réflexions critiques en un exercice 4. La résilience numérique justifie-t-elle la surveillance de masse ou la fragmentation du réseau, Splinternet? Débattez en mobilisant les notions de souveraineté, droits fondamentaux et interdépendance. Donc, je répète la question. Résilience numérique justifie-t-elle la surveillance de masse ou le Splinternet? Non, mais ce n'est pas sans limite. Donc, protéger les fonctions essentielles de l'État, mais elle ne doit pas servir de prétexte à la restriction des droits fondamentaux. Attention à la surveillance de masse, attention à saper la légitimité démocratique, attention à ne pas saturer la confiance des citoyens, attention à ce que la sécurité ne doit pas se faire au détriment de la dignité humaine. Une fragmentation du réseau comme le Splinternet, c'est une localisation des données, vie privée, sécurité nationale, éviter la balkanisation totale qui entraverait une innovation, une libre circulation des idées et des échanges économiques. La résilience ne signifie pas l'isolement, mais la maîtrise de l'interdépendance. On peut collaborer avec des partenaires fiables via des accords et des chartes entre États, tout en protégeant ses actifs critiques. En conclusion, cette résilience numérique doit être équilibrée, légitime, partager, protéger la souveraineté opérationnelle, mais elle devient illégitime lorsqu'elle devient un outil d'autoritarisme ou de repli identitaire. La souveraineté du XXIe siècle n'est pas celle des murs numériques, mais celle des choix stratégiques éclairés, éthiques et interconnectés. Si l'on peut résumer ce module en synthèse avec les 10 points clés. Premier point, la résilience numérique, c'est la capacité à absorber, s'adapter, rebondir face aux chocs technologiques. Deuxième point, les menaces sont hybrides. C'est une cyber, plus une coercition, plus une désinformation. La weaponized interdependence transforme la dépendance en levier stratégique. La sécurité des semi-conducteurs est un enjeu géopolitique majeur. 5. Le cloud souverain protège contre la surveillance extraterritoriale. 6. La data embassy garantit la continuité en cas d'occupation. 7. La résilience n'est pas l'autarcie, mais la maîtrise de l'interdépendance. 8. La résilience cognitive inclut la détection de deepfakes et la gestion de crise. 9. Les simulations et entraînements renforcent la culture de sécurité. Et enfin 10. La résilience doit être éthique, elle ne doit pas sacrifier les libertés fondamentales. Donc nous avons une résilience numérique stratégique, des menaces, cyberattaques éthiques, coercition technologique, désinformation, dépendance critique. Nous avons des leviers, les semi-conducteurs avec une diversification des approvisionnements et un stock, le cloud souverain avec des localisations, des télécoms et des ambassades de données, data embassy. La continuité, ça veut dire une infrastructure redondante, un personnel qui est formé et une résilience cognitive avec détection. L'ouvrage principal de ce module est toujours Achille Hermann, Cognitive Diplomacy and Digital Autonomy, auquel sont attachés la Weaponized Interdependence de Farrell et Newman, la bataille pour un monde plus critique avec une technologie plus critique,
la cyberdéfense de l'OTAN, la Commission européenne sur le Chip Act, l'ENISA sur la cybersécurité et ses défis avec l'intelligence artificielle, et la C6, intelligence artificielle et l'information de guerre en Ukraine. Je vous remercie de votre audience et je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée.